Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast de l'ADN. Je suis Mélanie Rosen, rédactrice en chef web, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Didier Onreta. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Alors Didier, vous avez un parcours intéressant, vous avez suivi une formation scientifique, et ça fait 30 ans que maintenant que vous travaillez dans la distribution, vous avez connu aussi bien les gros acteurs que les plus petits, et vous avez notamment fondé Day by Day, un réseau d'épicerie en vrac. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le début de l'aventure et les convictions qui sont derrière ? Alors Day by Day a démarré en 2013 et on a créé avec mon camarade David Sutra ce réseau d'épiceries en vrac. Alors on a commencé par une, avant d'être un réseau il faut démarrer par une, avec une volonté d'intervenir au travers de ce qui étaient nos compétences, c'est-à-dire la distribution et la consommation quotidienne, mais d'intervenir sur ce qui nous semblait être deux grands fléaux mondiaux pour des tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. D'abord le gaspillage alimentaire. On pourra reprendre peut-être quelques notions sur le gaspillage alimentaire tout à l'heure, mais c'est l'un des fléaux mondiaux les plus gravissimes et qui crée des troubles à la fois environnementaux, sanitaires et sociaux partout dans le monde. Et puis son corollaire relativement immédiat qui est la profusion des emballages et a fortiori avec l'évolution des technologies et l'arrivée en masse du plastique comme réponse la plus pratique finalement, des déchets d'emballage dont on ne sait plus très bien quoi faire depuis des années. Donc c'était ça le point de départ. J'ai l'impression que le sujet du plastique, on en entend parler depuis assez longtemps, mais que ça explose vraiment en ce moment. Déjà, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur le pourquoi on en parle autant, et est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez à travers votre activité professionnelle ? Oui, alors nous on voit, quand on a démarré en 2013, c'était presque pas un sujet pour la plupart des consommateurs, c'était très très marginalisé parce que finalement toute la problématique du déchet depuis le milieu du 19e siècle, elle a été prise en charge par les structures étatiques ou des collectivités territoriales au sens large, et plus personne s'en est réellement préoccupé dans son quotidien. On jette quelque chose, puis ça disparaît et on ne sait pas trop ce qui se passe après. On a le sentiment que tout ça est bien traité et que ça repart à la nature. Or, le passage progressif à des matériaux non biodégradables, et le plastique en particulier, a fait qu'une accumulation s'est faite au fil du temps, accumulation pour laquelle on n'a pas ni les solutions technologiques toujours, ni les infrastructures pour arriver à les assumer dans la quantité massive que ça représente. On peut se dire que globalement, la quantité d'emballage consommée dans les 25 à 30 dernières années, annuellement, n'a fait que doubler, et c'est une augmentation constante. Et donc, on en est arrivé à un moment donné à avoir une conscience individuelle, parce qu'il y avait des images qui commençaient à apparaître de l'accumulation du plastique, notamment dans la nature. Dès qu'on touche à l'émotion, la conscience commence à exister, et ces images très très émotionnelles sur les animaux qui avalent du plastique, les animaux qui s'étouffent avec des déchets d'emballage, les plages qui sont submergées, les déchets qui peuvent arriver en masse sur des plages, alors qui ne sont pas majoritairement celles de nos côtes, mais un peu plus loin parfois, l'accumulation aussi sur ces fameux vortex qu'il y a dans les grands océans de la planète. Et on voit bien que ces images-là très fortes, très marquantes, ont réveillé peu à peu les consciences qui se sont demandé ce qui se passait. Et puis il y a un phénomène qui est très accélérateur, qui fait que la problématique a peu à peu aussi été mise sur la table par les gouvernements des grands pays du monde, c'est le fait que l'Asie peu à peu ferme ses portes à là aussi ce scandale incroyable qui était notre exportation de déchets et donc leur importation de déchets, dont à la fin ils finissaient par ne plus savoir quoi faire non plus, et c'est bien tous ces déchets-là venant de chez nous, allant chez eux, qui se retrouvaient majoritairement dans la nature. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, c'est des images qui sont très choquantes. Je pense que tout le monde les a vues. Il y a plein d'associations qui les ont utilisées, notamment pour faire leur campagne. Par contre, quand je regarde autour de moi, j'ai quand même l'impression qu'on est tous en train de boire dans des petites bouteilles en plastique quand on va faire du sport. Enfin, je veux dire, est-ce que ça change vraiment les usages, ou est-ce qu'on a juste une conscience un peu énervée ? La conscience, c'est formidable, mais la conscience sans solution, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là aussi, ça a été un des points de départ du réseau Day by Day, ça a été de dire il faut apporter des solutions. Moi, je répète à l'envi de manière très schématique que lorsqu'on veut changer un paradigme, et un paradigme fort, il y a 3 dimensions qu'il faut activer systématiquement et qu'il faut activer quasi simultanément. Il y a une dimension d'information, donc c'est ce fameux réveil de conscience dont on parlait, où on commence à voir arriver des images, puis après on voit arriver des chiffres. Et puis derrière la dimension d'information,
qui en général est bien pratiqué peu à peu par les associations, alors par tout ce qui peut être État ou dérivé des structures institutionnelles. Il y a une deuxième dimension qui va être l'incitation. C'est ce qu'on commence à voir maintenant, c'est-à-dire que la réglementation évolue et que le système notamment de taxation ou subvention, qui est son corollaire, c'est les deux faces d'une même médaille, commence à essayer de faire changer les comportements, soit parce qu'on vous met des baffes fiscales, soit parce qu'on vous donne de l'argent pour changer. Mais si on n'applique que ces deux dimensions-là, on va arriver à un moment donné d'abord à une paralysie de l'action, parce que ce sont des injonctions contradictoires. Ah, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Ah, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Ah, finalement, tu ne peux pas bouger parce que tu n'as pas de solution. Donc, si vous êtes que dans cette posture-là, vous arrivez d'abord à une paralysie, puis ensuite probablement à un rejet, et enfin probablement à des rébellions. Parce que vous avez en face de vous des gens dont la conscience augmente et dont la capacité à faire est bloquée. Donc il faut une troisième dimension qui doit se mettre en œuvre, c'est des solutions. Et apporter des solutions, c'est apporter un certain nombre de réponses. Et sur les bouteilles plastiques en particulier, moi dans mon enfance, il y avait des gourdes. Alors, des gourdes en plastique, mais qui duraient des années. Bien le plastique à usage unique, dont on doit se rappeler qu'il pose problème. Oui, c'est pas du tout la même chose que le plastique qu'on peut réutiliser plusieurs fois, voire toute une vie, quoi. C'est ça, et la gourde que j'avais dans mon enfance, elle était sans doute dans un plastique qui, sur le plan sanitaire, n'était pas terrible, ne serait-ce qu'à l'odeur, je m'en souviens encore, mais les gourdes avaient disparu. Et on revoit, à part quelques sportifs qui, dans des trails, utilisaient des gourdes, on revoit réapparaître depuis quelques années des gourdes, et qui sont des solutions, et aujourd'hui, il suffit de regarder, moi j'ai la chance de donner des cours à la fac, et j'ai vu en 3 ans, on est passé d'une bouteille plastique sur chaque table à une gourde réutilisable sur chaque table. Simplement parce que les gourdes ont réinvesti le marché avec des niveaux de prix extrêmement et des propositions extrêmement variables qui permettent à chacun aujourd'hui d'y accéder. Mais est-ce que c'est pas une autre forme de dérive? C'est-à-dire que je vois, si on parle d'un point de vue entreprise par exemple, une profusion de ce type de solutions qui ne sont pas forcément, comme vous dites, dans un plastique très responsable. On ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Il y a des contrôles qualité qui, à mon avis, ne sont pas toujours respectés. Il y a une gamme de prix qui est très variée. Donc, j'imagine que la gourde que je peux acheter à 2 € dans un petit magasin sans trop de vérification n'est pas de la même qualité, il n'a pas le même impact écologique que celle qui coûte 200 et qui est ultra vérifiée, etc. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une autre forme de dérive à ce niveau-là? Alors, des dérives, il y en aura toujours. À partir du moment où il y a marché, il y a des dérives potentielles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans quel sens s'orientent les marchés et ce qui se passe derrière. Lorsqu'une évolution de la demande ou de la conscience des consommateurs, utilisateurs, je ne sais pas trop quel terme employer, que nous sommes tous, on ne va pas se mettre à l'écart de ces comportements. Lorsqu'il y a une évolution majeure, il va inévitablement y avoir en face des gens pour proposer une solution plus ou moins vertueuse, plus ou moins adaptée, plus ou moins saine parfois, et plus ou moins économique. Là rentre en jeu, normalement, le législateur qui arrive à peu près toujours dans un deuxième temps. Le marché est toujours en avance sur la réglementation, systématiquement, mais c'est le rôle du législateur après que de réglementer ces éléments-là et que de mettre un certain nombre d'abord de règles puis de contrôles pour qu'on mette sur des marchés des propositions qui soient des propositions saines, régulées et qui font de mal à personne. C'est-à-dire de ne pas aller soigner une plaie par une nouvelle plaie, ça serait complètement ridicule. On avait vu probablement cet élément-là de dire qu'il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Donc évidemment que c'est toujours la dérive possible lorsqu'il y a une demande qui commence à exister et qui se développe à grande vitesse comme c'est le cas de ce type de demande aujourd'hui, que d'amener toute forme de solution, des bonnes et des moins bonnes, au législateur de faire son boulot derrière. Après, là, on parle de l'interdiction du plastique à usage unique. Donc, encore une fois, je pense qu'on est d'accord pour dire que tout le monde est sensibilisé sur le sujet. Maintenant, oui. À contrario. Et donc, on l'a vu, là, quand la loi propose une échéance à 2040, ça fait, même si c'est pas exactement ça qui est dit dans le texte de loi, ça fait râler, les gens critiquent, etc. Et, je veux dire, quand on voit que McDonald's interdit les pailles de ses gobelets, moi, je suis allée regarder par curiosité les réactions des consommateurs sur Twitter. C'est vraiment, mais rendez-nous nos anciens verres, on n'arrive pas à boire, on s'en met partout. Donc, il y a quand même un décalage entre la conscience et l'usage. Oui, toujours, parce que on est tous... je vais utiliser le mot qui est très à la mode, qui est le mot de schizophrène, mais allez, on va dire qu'on a tous les comportements, toutes les envies, à tous les moments, et qu'en fait, quel que soit notre niveau de conscience sur une problématique, ce qui va l'emporter systématiquement, c'est la contrainte à l'instant T. Ou la contrainte présupposée, ou parfois même pas une contrainte réelle, mais une contrainte ressentie. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Si vous êtes parti, alors en ce moment les gares sont un peu difficiles à fréquenter, mais si vous êtes parti en voyage et que vous avez oublié d'emmener votre gourde, vous allez racheter une bouteille d'eau plastique à la première librairie du coin et en plus vous l'avez payé une fortune. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le niveau de contrainte ressentie est tel
que la contrainte d'usage est telle que la contrainte d'argent ou la contrainte environnementale, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de moi et qui n'est plus moi, va prendre beaucoup moins d'importance. Et ça, on est tous dans cette situation-là. Maintenant, ce qui a été fait par McDonald's, très probablement, alors là encore pour répondre encore une fois certainement pas à la réglementation qui, une fois de plus, est relativement en retard, mais pour répondre à la pression de plus en plus rapide des consommateurs et en particulier des jeunes consommateurs, qui sont forcément ceux qu'on écoute en premier lorsqu'on est une grande institution commerciale, ce qui a été fait a forcément été testé sur un ensemble de consommateurs et on a forcément vu que l'ergonomie était, dès son adoption, pas pire que ce que pouvait être une paille avant. Donc moi, je suis à peu près persuadé que toute personne qui aura 3 fois de suite utilisé le nouveau gobelet de chez McDonald's l'aura définitivement adopté. La première fois, il va râler. La deuxième, il va dire bof. Et la troisième, il va dire finalement, c'est chouette. C'est le principe du changement. Le changement, ça fait peur. On ne sait pas comment on va faire. On pense qu'on va être stupide. On pense qu'on ne va pas y arriver. Et puis finalement, on change et on se demande comment on pouvait faire avant. On vit ça sur le vrac. On vit ça tout le temps sur le vrac. Des gens qui ont une habitude de mode d'achat préemballé dans des quantités prédéfinies, et puis qui changent pour un produit, puis ils se demandent comment ils vont faire, est-ce que ça va pas être trop perturbant dans leur quotidien, oh là là, il faut que je prévoie mes boîtes, il faut que je prévoie mes sachets, il faut que je sache quelle quantité je dois acheter, puis ils mettent 9 mois globalement à muter complètement, et au bout de 9 mois, quand on leur reparle de ce qu'ils faisaient avant, ils nous disent systématiquement que plus jamais ils reviendront en arrière. C'est hyper intéressant. Je rebondis juste sur l'exemple de la gare et de la bouteille d'eau. Typiquement, si voilà, je pars en vacances, j'ai oublié ma gourde et j'ai très soif, donc je vais aller m'acheter ma bouteille d'eau plein pot à la librairie du coin. Est-ce que, en tant que consommatrice, j'ai pas le droit d'attendre des marques une solution adaptée et moins polluante à cet instant-là ? Si, c'est ce qui est très encourageant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la réglementation qui interdit tous les plastiques à usage unique d'ici 2040, qui peut paraître une date très très lointaine, qui, selon qui on est et où on se place dans le schéma global des filières, peut être finalement très lointaine. On a d'abord toujours le droit et le devoir d'exiger de ceux qui nous fournissent, de ceux à qui on paye un produit, d'une prestation, de s'améliorer et d'aller vers quelque chose qui soit, et ça c'est nouveau dans la consommation, qui soit autant du bénéfice individuel que du bien commun. D'abord c'est un droit et un devoir, et ce devoir il est de plus en plus présent, de plus en plus conscient. Maintenant, il y a derrière des enjeux techniques qui sont relativement importants. Un industriel, lorsqu'il fait un investissement pour mettre sur le marché en masse, parce qu'il faut toujours penser que derrière, on est en train de parler de dizaines, voire de centaines de millions d'unités vendues et donc produites forcément de manière très industrielle et à très haute cadence pour être dans un prix relativement accessible. Sinon, ça ne serait pas le cas, ça serait encore plus cher. Il fait des investissements mécaniques qui peuvent être parfois orientés sur 20 ou 25 ans en termes de financement. Donc, retourner ces investissements-là dans un temps très très court pourrait être extrêmement complexe, surtout quand il se trouve face à un marché qui le refuse et dont la consommation est potentiellement en baisse, en tout cas sur certains territoires. Donc, il y a des temps très longs pour les industriels pour trouver des alternatives. Maintenant, toujours pour revenir sur ce délai de 2040, moi je suis à peu près persuadé que lorsque la réglementation en 2040 rentrera en vigueur, si toutefois elle n'est pas repoussée, le problème sera résolu depuis longtemps. Et il sera résolu depuis longtemps à nouveau parce que, encore une fois, la réglementation sera en retard sur le marché, comme toujours, en retard, en tout cas en décalage sur le marché, comme toujours, parce que, vous l'avez dit, vous êtes en droit et en devoir de demander aux industriels et qu'ils n'abandonneront pas la demande de leurs clients simplement pour retarder un délai quelconque. Ils feront inévitablement au plus vite de ce que leurs investissements technologiques leur permettront de faire, au plus vite. Donc ça sera bien avant 2040. Si je reprends l'exemple du partenariat que vous avez fait avec Danone, je ne sais pas si c'était un partenariat, mais en tout cas un test, c'est clairement Danone est une entreprise qui bénéficie d'un leader très charismatique et très engagé, mais aussi d'une très mauvaise presse, parce que quand on parle des déchets occidentaux qui se retrouvent en Chine ou ailleurs, c'est souvent cité. Les bouteilles en plastique ou les pots de yaourt, peu importe, en fait, on retrouve du Danone un peu partout sur les plages ou dans les ventres des animaux. C'est une question de taille. C'est une question de taille, exactement, mais
Vous qui avez travaillé avec eux, donc vous pensez que d'ici 2040, on n'aura plus de petits pots de yaourt ou de petites bouteilles en plastique Danone Je ne crois pas que ça soit tout à fait comme ça. Je pense que d'ici 2040, on n'aura probablement plus de petits pots de yaourt ou de petites bouteilles d'une des marques du groupe, ou des autres d'ailleurs, Oui. puisqu'il n'y a pas que, qui produiront un déchet qui n'a pas de cycle naturel infini. C'est-à-dire qu'ils produisent un déchet avec du résiduel. Quand on parle de recyclable, aujourd'hui, si on prend même des plastiques recyclables, ils le sont selon les cas une à plusieurs fois, mais en général très peu de fois. Et puis quoi qu'il advienne à la fin, il restera une matière résiduelle qui ne pourra plus être utilisée. Quand on parle de matière qu'on peut brûler, on parle de valoriser les déchets aujourd'hui souvent parce qu'on les brûle pour faire du chauffage. À la fin, il reste quand même des matières résiduelles, des mâches-fer, un certain nombre de choses très polluantes et dont on ne sait absolument pas quoi faire. Je pense qu'on va vers... Et c'est pour ça qu'avant 2040, le problème sera résolu. Parce qu'on va vers des matériaux, on va vers des techniques qui vont de plus en plus se baser sur des matières home compostables, donc biodégradables, 100%, c'est-à-dire qui ne sont pas à partir de molécules complexes, qui ne puissent pas devenir des éléments de base de nourrissage de la nature. On va vers des matériaux home compostables, voire industriellement compostables, mais on va aussi vers des solutions de développement de compost industriel qui vont arriver de plus en plus près de nos quotidiens, dans les grandes résidences, dans les villes. Il y a des solutions comme Upcycle qui sont intéressantes, qui sont des composteurs un cran au-dessus du home compostable et qui permettent d'aller vers des matériaux qui ne se dégraderaient pas dans votre jardin, mais qui dans ces systèmes-là se dégradent complètement pour devenir un vrai compost qui va être réutilisable. Et c'est vers ça qu'on va. Mais ça demande quand même une certaine responsabilité de la part des consommateurs et consommatrices. J'avais échangé avec les équipes de Citeo, donc pour parler de recyclage, et ce qu'on m'avait dit, c'était qu'en ville, par exemple, on était assez nuls sur le recyclage, pour plusieurs raisons. Parce que, voilà, si moi j'habite dans un immeuble et que je prends la peine de recycler, j'ai pas forcément confiance en mes voisins et je me dis est-ce que eux ils mettent bien leurs déchets dans la bonne poubelle ou alors au contraire je me dis j'en ai rien à faire et donc du coup c'est complètement anonymisé, c'est pas grave, personne ne saura que c'est moi qui ai mis la bouteille dans la mauvaise poubelle. D'abord le passé est pas toujours le reflet de l'avenir, pas toujours. La preuve, c'est qu'on a dit tout à l'heure, dans l'une des originalités de la consommation d'aujourd'hui, en tout cas de son évolution, pour une partie de plus en plus grande d'entre nous, pour des instants de plus en plus nombreux dans notre consommation, l'une des évolutions majeures par rapport aux 150 dernières années, donc c'est pas rien non plus, avant je ne sais pas, c'est que, encore une fois, le bien commun, l'impact sur le bien commun, sur notre propriété commune qui est notre environnement et donc l'avenir qu'il nous garantit, cet impact-là rentre peu à peu dans la consommation individuelle au même titre que le bénéfice individuel. Les bénéfices sont nombreux, il y a des bénéfices économiques ou autres, mais ça rentre au même titre. Donc ça va forcément induire des comportements différents. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que d'autres villes y sont parvenues. Il y a des exemples nombreux et pas qu'en France. Mais est-ce que c'est pas une question de culture ? Mais la culture, ça veut rien dire, la culture, ça évolue. La culture, ça évolue sans cesse. Ma culture n'est pas celle de mes parents et encore moins celle de mes grands-parents. Bien sûr qu'on a une histoire commune, on a un fond commun, mais je vais prendre un parallèle totalement différent, mais si je me replonge, je suis un vieux monsieur maintenant, si je me replonge 45 ans en arrière et que j'essaie de dire à mon grand-père il y a 45 ans qu'il y aura un jour dans ce pays un mariage homosexuel et que ça finira par être totalement admis, il me jette par la fenêtre. Personne aujourd'hui, alors il y a des tensions, il y a des pour, il y a des contre, mais aujourd'hui on ne tue pas pour ça, même s'il y a des grandes difficultés encore à accepter tout le monde dans ses circonstances personnelles. Mais 45 ans en arrière, ça n'aurait pas été possible. Et peut-être encore moins de temps que ça. Donc la culture, elle évolue en permanence et elle évolue dans tous les pays. Ça n'est que fluctuation, la culture, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on peut la transformer, et quand on pense en plus à un pays comme la France, qui est un pays de croisement, de métissage, la culture, elle évolue en permanence, puisqu'on a en permanence des entrées de gens qui viennent nous apporter un regard et une ouverture différente. Et puis elle évolue d'autant plus vite qu'on a des outils de communication aujourd'hui transversaux, mondiaux, tellement rapides qu'on absorbe la culture des autres. Regardez, moi quand j'étais étudiant, aller passer un an d'études à l'étranger, c'était réservé aux familles de bourgeois et de grands bourgeois. Aujourd'hui, quiconque fait un bac plus 3 va faire une année à l'étranger. Il y a eu des programmes. Donc ça aussi c'est une ouverture sur les autres cultures qui nous permet d'évoluer à une vitesse encore plus rapide. L'égoïsme et l'égocentrisme français, j'y crois plus. C'est plutôt optimiste. J'espère qu'on y parviendra. Et donc vous êtes
persuadée que le zéro déchet, ou en tout cas le zéro plastique, c'est pas un sujet juste de bobos parisiens du 3e arrondissement. Ah non, j'en suis d'autant plus persuadé qu'au sein de nos épiceries, et on a des épiceries maintenant dans beaucoup de départements français et dans des villes qui ne sont pas forcément des villes réputées très riches parfois, on voit arriver des populations, et depuis presque 2 ans maintenant, on voit une évolution de la population cliente et on voit arriver des populations qui ne sont pas du tout, mais pas du tout, qualifiables de bobos. C'est-à-dire qu'on voit arriver ce que j'appelle moi le niveau démocratique de la consommation, c'est des ouvriers, des chômeurs, voilà, des gens de l'ordinaire, ceux qui sont 95% de la population. Et ceux qui n'ont pas forcément des niveaux d'études très élevés, ceux qui n'ont pas des métiers de cadre, ceux qui passent pas leur vie à regarder Arte. On voit tous ces gens-là arriver aujourd'hui. Et est-ce que vous savez ce qui les pousse à agir ? Parce que je trouve que c'est quand même une action, c'est-à-dire de chercher une épicerie spécifiquement pour pas utiliser de plastique. C'est quand même... Les deux notions sont présentes. Je parlais tout à l'heure de notre origine qui était le gaspillage alimentaire et son corollaire sur les déchets. Mais vraiment, c'est les deux notions qui sont présentes. On a tout un tas de gens qui rentrent d'abord, et je pense que c'est encore la majorité des gens, qui rentrent d'abord avec cette priorité que de réduire leur gaspillage. Bien conscient de ce que ça suppose, y compris en termes économiques, et c'est là où ça touche aussi une sphère démocratique. Si ces gens étaient venus il y a 15 ans pour réduire leur gaspillage, ils n'auraient pas eu en tête l'impact sur les déchets et l'impact sur les emballages. Aujourd'hui, c'est immédiatement leur, deuxième niveau de motivation, si je peux toutefois les hiérarchiser. Immédiatement. Donc ils arrivent aussi vraiment avec cette conscience qu'il est absolument indispensable pour tout le monde que de réduire ses déchets. Mais si la première motivation, donc en nuançant un petit peu quand même cette histoire de hiérarchie, c'est de ne pas faire de gaspillage, j'imagine que c'est parce que quand on achète en vrac, on n'a plus la contrainte des portions, qui sont parfois trop importantes. Est-ce que ça risque pas de tourner certaines personnes vers l'achat de portions plus petites en fait ? C'est tout l'intérêt. Mais je veux dire déjà emballé, c'est-à-dire... Alors, l'achat de portions, non, parce que le vrac est la solution en 2 cas. L'achat de portions plus petites, préemballées, c'est quelque chose qu'on a vu se développer au cours des 25 dernières années. Et je disais tout à l'heure que la quantité d'emballage relative à la consommation avait doublé au cours des 25 dernières années. Le peuple français n'a pas doublé au cours des 25 dernières années. Simplement, sa manière d'acheter et de consommer a considérablement évolué et on est allé vers un portionnement beaucoup plus important. Et on a déjà... dans l'industrie, travailler sur ces niveaux de portions. Du plein individuel, il y a 25 ans, c'est une situation marginale. Aujourd'hui, il n'y a pas une boutique qui n'a pas un gros rayon de plein individuel. Mais un plein individuel, c'est globalement, par rapport au même plat emballé pour 4 personnes, c'est pratiquement 2 fois et demi plus de matière d'emballage par kilo de produits achetés. C'est dingue. Immédiatement. Donc ce portionnement, il est déjà fait. Il n'est pas fait aussi finement que peut le faire chacun à sa propre demande. Il n'y a pas la demande, pour moi qui suis plutôt un gros pépère, de manger un plat de pâtes que pour mon jeune fils qui fait 62 kilos. Il n'y a pas la même demande, on n'a pas la même proportion. Ce que permet le vrac, c'est d'aller au bout de ce portionnement et d'y aller en utilisant son propre contenant, donc en générant pas un nouveau déchet supplémentaire du fait de ce portionnement quasi individuel. C'est ça que ça permet. Mais la logique de entre guillemets, individualisation de la portion, elle est entrée en vigueur depuis déjà 25 ans. Tout le monde a bossé dessus. Et est-ce que vous pensez que ça va disparaître si on prend les marques de plats tout préparés, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui va plus exister dans les prochaines années ? Ça dépend où, en fait, et ça dépend de votre mode de vie. Je pense que ça va se réduire. La consommation hors domicile ne va faire qu'augmenter, et je pense que les solutions de consommation hors domicile autre que le plat tout préparé déjà préemballé, alors tout préparé non mais déjà préemballé, vont se multiplier et qu'en se multipliant elles vont faire glisser une partie du marché du préparé préemballé vers du préparé non préemballé. Et est-ce que chez les industriels qui se sont spécialisés sur ce créneau, je ne sais pas si c'est des gens avec qui vous êtes en discussion, mais est-ce que vous sentez qu'il y a déjà une préparation au changement ? Oui, chez certains, oui. On est amicalement proche d'une structure qui fait pas mal de sandwichs et de plats préparés, préemballés. Et ça fait déjà un moment qu'on discute avec eux pour essayer de leur donner quelques clés de lecture sur le vrac. C'est-à-dire qu'ils gardent quand même leur savoir-faire industriel, même si ce sont des industries de taille moyenne en l'occurrence, mais des savoir-faire industriels de préparation de plats,
parce que ça aussi, pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, vaut mieux. Enfin, c'est plus facile de préparer 300 kilos de bœuf bourguignon que 3 fois 1 kilo. Le prix de revient ne sera pas le même à la fin, évidemment. Donc il faut là aussi massifier un certain nombre de choses pour que ça reste accessible et donc démocratisable. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête derrière, comment on démocratise les bonnes solutions, mais avec une mutation qui est mon point de service permet de réutiliser le contenant, et donc d'adapter la portion et de réutiliser le contenant. Et c'est vraiment, je crois, vers ça que s'oriente une grosse partie du marché du préparé, et je pense même que ça s'oriente tellement vers ça que à assez brève échéance, ces solutions-là vont investir une grande partie des hypermarchés, puis des grands supers, puis de la proximité. Et on a vu les salades bars arriver en proximité. C'est vrai, hein. Et même le vrac, dans une certaine mesure. Bien sûr, et tant mieux. J'ai une question par rapport... on a parlé du bœuf bourguignon, mais si on prend des options végétariennes, par exemple, il y a quand même beaucoup de... Enfin, le tofu, c'est un exemple comme 12 000, mais je veux dire, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourra acheter en vrac à l'avenir ? C'est souhaitable. C'est extrêmement souhaitable. Après, il y a des problématiques qui sont encore liées parfois à la conservation. Donc il faut faire attention, et comme souvent, je pense que le progrès technologique doit investir le vrac, que les solutions technologiques doivent investir le vrac, alors en faisant attention à ce qu'elles ne soient pas économiquement contre-performantes non plus, parce qu'il faut faire attention toujours dans le commerce à la place prise et au coût d'amortissement de la solution, sinon on est obligé d'augmenter le prix des produits et donc on ne peut pas démocratiser. Toujours cette même obsession, mais la technologie doit venir nous aider à solutionner le vrac pour des produits dont la conservation est un peu compliquée. Donc à terme, on pourrait espérer tout trouver dans les épiceries en vrac. Clairement, c'est notre objectif. Clairement. Et si je prends l'exemple de l'eau, par exemple, ouais. On pourrait venir avec sa bouteille, il y aurait des fontaines, je ne sais pas du tout ce que ça donnerait. Je suis persuadé qu'on doit, à court terme, proposer de l'eau rechargeable, de l'eau et de l'eau pétillante. Après, la question qui se posera, c'est quel type d'eau, puisque si on est dans ce cas-là, il faut plutôt penser à l'eau du réseau, et comment on traite, et il y a des solutions qui apparaissent déjà, comment on traite en live, traite c'est peut-être pas le terme, mais comment on transforme un peu l'eau du réseau pour qu'elle corresponde à la fois en termes de goût et en termes de bénéfices sanitaires parfois, à ce que les gens qui préfèrent acheter de l'eau en bouteille aujourd'hui attendent d'une eau en bouteille, sinon ils peuvent tourner le robinet chez eux, c'est la même chose. Je vais parler de la restauration emportée, qui est pour moi un sujet qui est assez lié aussi. Personnellement, ça m'est déjà arrivé d'aller dans certains dans certains restaurants avec mon Tupperware et qu'on me dise non, je peux pas vous servir dedans. Oui, il y avait une problématique réglementaire. Est-ce que c'est en train d'évoluer ? Oui, c'est en train d'évoluer, notamment grâce à Réseau Vrac, l'association qu'on a fondée il y a quelques années pour structurer cette filière et qui fait beaucoup d'actions auprès des parlementaires pour que ça évolue. Et donc là, dans les lois en cours sur l'économie circulaire et l'alimentation, il y a des choses qui sont en train d'apparaître, des amendements qui ont été votés. D'abord, il faut se rappeler que pour un professionnel de métier de bouche, sur le plan sanitaire, il n'a pas une obligation de moyens, mais de résultats. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas une liste d'actions à mener, qui, s'il les a menées correctement, le dédouanerait d'un éventuel problème qui surviendrait quand même au bout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'état actuel de la réglementation, telle qu'elle était existante jusqu'à présent, si je lui demande de mettre dans mon bocal les produits qu'il va vendre, mettons que je fasse ça chez mon fromager, que mon bocal, bien que visuellement propre, est contaminé, parce que propre et sain, c'est pas la même chose. On a tous regardé une poignée de porte qui était vachement propre, et puis on a mis la main dessus, puis on a chopé un truc pas sympa. Voilà, on a tous vécu ça. Donc si mon bocal est pas sain, que mon produit est contaminé, aujourd'hui c'est de la responsabilité du commerçant. Donc on comprend que n'étant pas capable de mener instantanément des études bactériologiques sur l'intégralité des bocaux des consommateurs qui lui sont ramenés, il refuse. On a, avec l'association, et grâce à l'association, réussi à faire passer un amendement au Sénat au mois d'octobre, de mémoire, qui va suivre son chemin législatif de validation, donc qui va maintenant être applicable, qui globalement, sous réserve d'avoir quand même fait un contrôle visuel du contenant, qui vérifie qu'il est propre, ça on ne sait pas, mais propre et adapté au contact alimentaire, et sous réserve d'un certain nombre de précautions, d'avertissement du consommateur sur ce qui peut se passer, la nécessité d'être propre et sain, et la responsabilité, transfère la responsabilité sur le consommateur. Donc inévitablement, de ce fait-là, on s'en va vers la capacité du commerçant à ne plus avoir peur et donc à accepter votre propre contenant.
C'est top. Et ça, c'est pour quand à peu près ? Bon, si tout va bien, ça sera en vigueur avant l'été. Hein. C'est incessant. L'amendement a été voté, donc maintenant, il y a encore un parcours un petit peu de validation de tout ça, mais ça va être acté. Et là, sous quelques semaines peut-être, ça sera valable pour tout le monde. Et je pense qu'on communiquera relativement fort là-dessus. Et je ne serais pas surpris que le gouvernement lui-même communique sur ce sujet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour 2020. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres à suivre ? Et c'est quoi vos pronostics ? Qu'est-ce que vous voyez comme grande évolution à venir pour l'année ? Alors sur le sujet du vrac peut-être en particulier, je pense qu'il va d'abord continuer à se démultiplier parce que la demande est forte et en croissance. Et puis on continue à travailler sur le plan réglementaire toujours pour que la loi suive l'évolution du marché. On continue à travailler sur le plan réglementaire pour faire en sorte que le vrac soit possible sur tous les produits. Aujourd'hui, ça ne l'était pas sur un certain nombre de produits. On parle notamment des SILCO, c'est-à-dire tous les signes d'indicateurs, de labels d'origine, etc., les IGP, les AOP, etc. Là-dessus, le vrac n'était pas possible jusqu'à présent. Donc là aussi, un amendement a été voté et qui est en train de suivre son parcours aussi et qui va obliger les cahiers des charges de ces signes et labels à prévoir une modalité vrac. Donc on va enfin pouvoir vendre du piment d'Espelette en vrac, c'est interdit aujourd'hui. Génial. Ouais, donc ça c'est une vraie évolution parce que les labels de qualité c'est une confiance pour les consommateurs. Et justement on doit travailler encore notamment sur le plan réglementaire pour faire en sorte que la confiance des consommateurs dans le vrac soit aussi forte, notamment sur le plan sanitaire ou qualitatif que ce qu'ils peuvent avoir dans du préemballé, et ça accélérera la bascule. Et puis, parallèlement à ça, je crois qu'on doit travailler beaucoup sur des solutions techniques, on l'évoquait tout à l'heure, pour que de plus en plus de produits soient faciles à vendre en vrac sans créer une problématique nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas bien vendre du jus de fruits et de confiture en vrac pour des raisons, là aussi, de contamination bactériaux, notamment des robinets. Et si je voulais le faire, il faudrait que, après ouverture du conteneur, on va dire, de jus de fruits, il faudrait que je le conserve dans un frigo. Mais un frigo de magasin, c'est une consommation électrique démente, absolument démente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un produit qui est conservé à température ambiante quand il n'est pas ouvert, qui s'appelle un jus de fruits, qu'on peut acheter dans un tétrabrique ou une bouteille, pour pouvoir résoudre la problématique du tétrabrique ou de la bouteille et de la quantité qui va avec, c'est-à-dire permettre, pourquoi pas à ma voisine un peu âgée d'acheter 2 verres de jus de fruits si elle en a envie, parce que la bouteille pour elle c'est trop et qu'elle en jettera la moitié, je suis obligé de générer une nouvelle pollution liée à l'énergie du frigo. C'est pas la solution. Vous disiez tout à l'heure sur la solution pire que le évidemment, problème. c'est pas la solution. Donc ça veut pas dire qu'on abandonne, ça veut dire qu'on doit travailler autrement pour trouver des solutions techno, notamment de désinfection facile des outils de service qui garantissent l'innocuité pour l'ensemble des consommateurs et utilisateurs et qui permettent de résoudre un problème en n'en créant pas un nouveau. Super. Bien, bon courage pour tout ça, mais en tout cas, c'est plutôt prometteur et optimiste, donc c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis à bientôt, j'espère. Avec toi.